ce n'est pas une maison hantée, ce n'est pas une légende urbaine, c'est une maison normale, devenue un piège psychologique. Les images sont des reconstitutions fictives servant uniquement à illustrer une histoire vraie. Westfield, New Jersey. Une ville bourgeoise, calme, avec des rues propres et des pelouses impeccables. Un endroit où les drames semblent lointains. Au milieu de ce quartier, il y a une maison, 657 boulevard. Grande, ancienne, rassurante. Exactement le genre de maison qu'on appelle la maison de rêve. En juin 2014, Derek et Maria Brodus l'achètent pour environ 1,3 million de dollars. Ils ont 3 jeunes enfants et ils pensent avoir trouvé leur futur. Avant même d'emménager, ils commencent à prévoir des travaux, des rénovations, des changements. Rien d'extraordinaire pour une maison de ce type. Quelques jours après la signature, Derek va relever le courrier. Une enveloppe blanche sans expéditeur clair. Une écriture en gros caractères. Le message est adressé à The New Owner. À l'intérieur, une lettre tapée à la machine. Et dès les premières lignes, le ton dérange. Le texte parle de la maison comme si elle était vivante, comme si elle avait une histoire secrète, et comme si quelqu'un la surveillait depuis longtemps. L'auteur se présente, The Watcher, le gardien. Pas un surnom de forum. Un rôle, une fonction, presque une mission. La lettre dit que la maison est observée depuis des générations. Un grand-père dans les années 1920, un père dans les années 1960. Et maintenant, mon tour. Ce n'est pas seulement étrange, c'est intime. Le texte donne l'impression que quelqu'un connaît la maison mieux que ses nouveaux propriétaires. Le Watcher évoque l'âge de la maison, son architecture, la façon dont elle attend quelque chose, et surtout, il évoque la famille. Il parle des enfants, il les décrit comme du sang neuf. Il sous-entend qu'il les a vus, qu'il les observe, qu'il compte. À ce stade, la peur ne vient pas d'une menace explicite. Elle vient d'un détail simple. Quelqu'un regarde, quelqu'un sait. Les Brodus montrent la lettre à la police locale. Un policier la lit, puis leur conseille une chose, ne pas en parler au voisinage. Le conseil est logique, sauf qu'il enferme la famille dans le silence. Et le silence, dans ce genre d'affaires, devient un poids. Il contacte aussi les vendeurs précédents, la famille Woods. Les Woods disent avoir reçu une lettre, une seule, juste avant la vente. Ils auraient cru à une blague, ils l'auraient jetée. Et soudain, la question change. Pourquoi maintenant? Pourquoi eux? Pourquoi cette maison? Peu après, une deuxième lettre arrive. Cette fois, elle mentionne des éléments plus précis. Et surtout, elle mentionne les enfants par leur existence, avec insistance. Le Watcher demande s'ils ont trouvé ce qui est dans les murs. Une phrase simple, mais qui déclenche un type d'angoisse particulier, l'imagination. Les Brodus commencent à regarder leur maison autrement. Les fenêtres ne sont plus des fenêtres. Ce sont des points d'entrée pour un regard extérieur. Ils installent des caméras. Ils observent le quartier, ils regardent les passants, les voisins, les voitures lentes. Tout devient suspect. La police s'intéresse à un voisinage immédiat, notamment à un homme vivant tout près. Il est interrogé. Rien ne permet de le relier aux lettres. Le problème, c'est que l'absence de preuves ne rassure pas. Elle laisse un vide. Et dans ce vide, la peur continue de grandir. Les lettres continuent. Elles deviennent plus agressives. Elles parlent des travaux, des changements, comme si l'auteur passait devant la maison tous les jours. La famille hésite, emménager ou attendre. Et plus elle attend, plus l'idée d'emménager devient impossible. Ils engagent un détective privé. Ils engagent aussi un ancien agent fédéral pour une évaluation de menaces. La vie normale laisse place au protocole. Le consultant remarque des détails d'écriture à l'ancienne, des formules, des espacements, une manière de s'adresser, comme si l'auteur était plus âgé.
Mais ce ne sont que des indices. Et un indice sans conclusion, c'est une porte ouverte à 100 hypothèses. Pendant ce temps, les rénovations attirent l'attention. Des ouvriers passent, des camions se garent, et le Watcher semble tout remarquer. Une troisième lettre arrive. Elle demande « Où êtes-vous passé ?» Elle dit que la maison vous manque. Comme si la maison réclamait ses nouveaux occupants. Le quartier commence à entendre parler de l'affaire. Les rumeurs apparaissent. Certains voisins compatissent. D'autres se méfient. À Westfield, l'image compte. Et une histoire comme celle-ci menace la valeur d'une rue entière. La solidarité se mélange à l'irritation. Les Brodus se rendent compte d'une chose. Ils sont piégés. Ils possèdent une maison qu'ils n'osent pas habiter. Et ils doivent continuer à payer. Ils tentent de vendre. Mais comment vendre une maison liée à des lettres anonymes inquiétantes? Chaque visite devient une prise de risque. Ils finissent par révéler l'existence des lettres à certains acheteurs potentiels. Les gens reculent. La maison redevient une coquille vide. À ce stade, l'affaire n'est pas un crime classique. C'est un siège psychologique. Une pression lente, continue, qui ne laisse aucun repos. La police dit manquer de pistes. L'enquête stagne. Et la famille comprend qu'elle ne peut pas attendre une résolution rapide. Il se demande si le Watcher est un voisin, un ancien propriétaire, un adolescent, un individu isolé, ou quelqu'un qui a accès à des informations internes. La question la plus violente, c'est celle-ci. Comment peut-il savoir autant? Parce que savoir, c'est déjà pénétrer. Ils envisagent l'idée d'un observateur qui passe chaque jour. Il regarde les silhouettes, les joggeurs, les promeneurs, les voitures qui ralentissent. Ils doutent aussi d'eux-mêmes, de leur propre perception, de leurs propres interprétations. Et c'est là que le piège devient parfait. Le Watcher ne frappe pas, il n'entre pas, il n'apparaît pas, il écrit. Et l'écriture suffit à transformer une maison en menace. La famille se sent isolée. Certains voisins suggèrent que tout cela pourrait être une mise en scène, une façon de casser la vente, un mensonge. Cette suspicion publique est un second traumatisme. Non seulement ils ont peur, mais on leur reproche parfois d'avoir peur. La maison devient un sujet national quand l'affaire fuit dans la presse. Les détails apparaissent. Les gens découvrent le nom, The Watcher. À partir de là, les Brodus perdent le contrôle du récit. L'histoire ne leur appartient plus. Elle devient un spectacle pour des inconnus. Pourtant, au centre, il reste une réalité simple. Ils n'ont pas emménagé. Les chambres sont vides, la vie est ailleurs. Ils tentent une action en justice liée à la vente. Ce n'est pas un geste médiatique, c'est un geste de survie financière. Le quartier, lui, se divise. Ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent oublier, et ceux qui veulent surtout protéger la valeur de leur rue. Le Watcher envoie moins de lettres, puis réapparaît. Les périodes de silence ne sont pas des accalmies. Elles ressemblent à des respirations avant l'inconnu. Même sans lettres, la peur reste. Parce que l'auteur a réussi une chose, installer une présence invisible. Ils finissent par louer la maison à d'autres. Une solution imparfaite. Une tentative de normaliser l'invivable. Et un risque évident. Mais la location ne résout pas la question fondamentale. Qui écrit? Et pourquoi cette maison? Et pourquoi cette obsession? Une nouvelle lettre arrive plus tard, encore plus agressive, insultante, provocatrice. Elle sous-entend que le Watcher pourrait être un voisin parmi les voisins. L'idée que l'auteur pourrait être quelqu'un qu'ils ont déjà croisé est la plus corrosive, parce qu'elle transforme chaque sourire en masque. La police récupère des éléments techniques, une enveloppe, de l'ADN partiel, mais insuffisant pour une identification sûre. Rien ne s'aligne. On cherche un profil, mais le Watcher n'est pas un profil criminel classique. C'est un auteur, un observateur,
un metteur en scène. Ces lettres sont décrites comme bien écrites, presque littéraires. Elles ont un style, une voix. Et cette voix devient une signature. C'est ici que l'histoire bascule dans une zone trouble, car plus les lettres sont construites, plus l'auteur semble conscient de l'effet produit. Et plus l'auteur est conscient, plus l'acte ressemble à une expérience, une façon de contrôler des vies à distance. L'obsession est centrée sur la maison, pas seulement sur la famille. La maison devient l'objet, la famille, l'instrument. La question « qu'est-ce qui est dans les murs ?» revient comme un poison. Elle ne dit rien de concret. Elle suggère tout. Les Brodus visitent la maison comme on visite un endroit contaminé. Chaque pièce est la même. Et pourtant, chaque pièce est différente. Ils imaginent un observateur derrière une fenêtre, un voisin derrière un rideau, une présence derrière un arbre. Et cette imagination devient quotidienne. Le plus violent, ce n'est pas l'intrusion physique, c'est l'intrusion mentale. Le Watcher vit désormais dans leurs pensées. Avec le temps, l'affaire devient un mystère public. Des théories apparaissent, des gens enquêtent en ligne, des suspects imaginaires sont créés. Mais les théories ne protègent personne. Elles transforment la douleur en débat, et elles maintiennent l'histoire en circulation permanente. Les Brodus n'obtiennent pas de réponse définitive. L'identité du Watcher reste inconnue. Et cette absence devient la conclusion la plus dure. Finalement, ils revendent la maison à perte, des années plus tard. Une perte financière massive et une perte symbolique encore plus grande. La maison, elle, reste debout. Elle n'est pas détruite. Elle continue d'être une maison, dans une rue, dans une ville tranquille. Et c'est peut-être ça qui rend l'histoire si dérangeante, parce que rien ne prouve que le Watcher a disparu. Rien ne prouve qu'il a cessé. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à faire quelque chose de rare. Transformer un rêve immobilier en cauchemar sans jamais se montrer. Aujourd'hui, 657 boulevard est encore une adresse réelle. Des gens passent devant sans s'arrêter. Et pourtant, l'histoire est là, collée au mur. Ce dossier laisse une question qui ne concerne pas seulement Westfield. Il concerne une peur moderne, être observé sans pouvoir voir. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vous écrit qu'il vous regarde, vous commencez à chercher des yeux partout, même quand il n'y a rien. Et la question demeure, The Watcher voulait-il la maison? Ou voulait-il simplement le pouvoir de contrôler une famille à distance? Si vous voulez d'autres histoires vraies racontées avec rigueur et sans sensationnalisme, vous pouvez vous abonner à la chaîne.